Yo, bienvenue dans l'épisode 3 de cette série de vidéos sur la création d'imaginaire. Il est conseillé d'avoir vu les deux précédents. On m'a fait la remarque que le sans-titre au début est un peu choquant, j'ai changé suite à la réclamation de la foule, c'est-à-dire de personnes. Voilà, vous êtes contents ? Si vous avez répondu derrière vos écrans, vous êtes quelqu'un de chouette. Aujourd'hui, on va se tourner vers l'aspect plus jeu de rôle d'un univers, mais cela ne peut marcher avec d'autres types de médias. Nous allons parler d'univers à haut potentiel ludique. Le haut potentiel ludique est un terme venant d'Architarch en 2015, désignant la capacité d'une préparation à être concise et à donner beaucoup de possibilités de jeu. Je vous mets le lien dans la description. Il y a un rapport entre le temps d'acquisition de cette préparation et la possibilité de jeu qui en découle. Il donne cet exemple suivant. Les aventuriers arrivent dans un canyon aux couleurs vives versus les aventuriers arrivent dans un canyon de glace percé de cavernes fumantes. Ou encore, le monstre poursuit les aventuriers à travers la forêt versus le monstre poursuit les aventuriers en leur lançant des arbres qui déracinent dans sa course. Dans l'un de ces cas, il y a plus de possibilités de jeu. À vous de savoir lequel. À partir de ce principe, c'est-à-dire d'écrire peu pour beaucoup de possibilités de jeu, on va essayer de transmettre un univers intéressant à jouer, avec beaucoup de choses à faire dans un minimum de place. Les univers à haut potentiel ludique ont de grands potentiels et sont au cœur de nombreux jeux. Je ne pourrais pas tout traiter en une seule vidéo, désolé. C'est un sujet qui pourrait revenir de temps en temps. Il faut pas non plus que la vidéo soit trop longue ou que ça fasse catalogue. En tout cas, c'est pas ce que je veux. Donc dans cette vidéo, on va traiter différentes façons de parvenir à un univers à haut potentiel ludique. On va commencer par le contenu et le cadre. Oui, je réutilise ce que j'ai fait aux épisodes précédents. Quelque chose apparaît tout de suite, il faut minimiser le contenu et sans doute le cadre. On essaye d'avoir quelque chose de concis, qui prenne pas beaucoup de place. Pour rappel, le contenu, c'est ce qui est contingent pour la caractérisation de l'univers. Ce qui est du cadre, on peut en avoir un peu, mais en avoir trop serait également une erreur. On arrive donc sur des propositions de mondes émergents ou à la limite d'exploration. Pour la côté souplesse ou dur, on va s'intéresser à l'aspect de transmission. Les mondes durs demandent de l'explication et une inaltérabilité, ce qui gonfle le besoin de texte explicatif et réduit les possibilités de jeu. Or, c'est strictement l'inverse qu'on veut. Donc, vous l'aurez bien compris, on a besoin de mondes souples. Donc, avec les mondes souples et émergents, on peut s'intéresser aux règles données par Architarch lui-même, la méthode C3PO, c'est-à-dire concis, en 3 questions, qui, quoi, comment, percutant, évocateur, pour enflammer l'imaginaire, et ouvert. Il ne faut pas donner une réponse, il faut que la réponse vienne des personnes elles-mêmes. Il ne faut pas donner une réponse, il faut que la réponse vienne au cours du jeu. Et donc vient la partie la plus importante, c'est rendre l'univers ludique. Il s'agit finalement du sujet principal de la vidéo, créer de la jouabilité. C'est pas évident. Il y a 2 types d'univers, les univers qui existent pour eux-mêmes, et les univers qui existent comme outil de quelque chose. Un univers n'est exploré qu'à travers une histoire. L'univers n'est jamais réellement le sujet même du récit. On va s'intéresser donc aux univers qui existent comme outils. Et je pense qu'il est intéressant de ne pas écrire pour ne rien dire dans ce genre de cas. Voilà un exemple tiré d'un supplément d'un univers de jeu de rôle. Attention, c'est l'instant littérature. La tomate. On devrait dire les tomates, tant il existe de variétés. Pratiquement chaque région maraîchère en a sa spécialité. C'est un fruit qui se plaît particulièrement sur nom de l'univers, et pousse à toutes les latitudes, même dans des cultures sous abri dans le sud des neiges dragons. Pour peu qu'il y ait de la bonne terre et du soleil, elle peut être séchée, mangée crue, cuite ou rôtie. On la transforme en soupe, en sauce, mais aussi poudre et confiture. Elle est à la base d'énormément de traditions culinaires. Les choux. Là aussi, compter le nombre de variétés de choux serait impossible. On distingue, c'était l'instant littérature. C'est la littérature, Pipoudou. Vous l'avez compris, c'est pas méga intéressant pour jouer ce texte. Je l'espère pas pour but de donner des informations utiles. L'intérêt, s'il existe, c'est d'immerger le lecteur dans l'univers sans autre but apparent. Il ne le caractérise pas et donne peu d'éléments de jeu. Dans le cadre d'un haut potentiel ludique, c'est absolument pas ce qu'on recherche. Dans le cas où l'univers existe pour quelque chose d'autre, on peut très bien dire que l'univers en lui-même n'est pas très important. Je le répète,
Dans les jeux centrés sur autre chose, c'est-à-dire des personnages, des problématiques, on peut potentiellement n'en avoir rien à faire de l'univers. Universe doesn't matter, ce que je contredirai un jour, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, rappelez-vous le nombre incalculable de scénarios Medfan qui sont interchangeables d'univers en univers. PS, cela peut marcher avec tout type d'univers. Donc si jamais on veut faire un univers pour accompagner cela, un univers jouable, il faut des éléments qui permettent d'appuyer dessus. Soit l'histoire, soit les personnages en jeu de rôle. Donc si jamais on veut faire un univers pour accompagner une histoire, un univers jouable, il faut des éléments qui permettent de le faire. Que ça soit pour un jeu ou un roman, il faut que l'univers puisse soutenir quelque chose. Voici quelques conseils. Déjà, il faut écrire de façon à le tourner vers les personnages, de le tourner de façon à ce qu'il puisse être jouable. C'est bête à dire, mais pourtant c'est le cas. C'est-à-dire être évoquant, provoquer limite, plutôt que d'être informatif. On préférera dire un sommet infranchissable, plutôt qu'un sommet de 8000 mètres de haut. Si vous dites vous êtes arrivé devant un bâtiment avec une fenêtre ouverte au 3e étage, une porte avec un accès numérique et un système d'aération, c'est certes très grossier mais vous donnez des possibilités de jeu. Ne nommez pas, décrivez. C'est la différence entre vous arrivez au lac de Gwen et vous arrivez au lac dont l'eau calme laisse transparaître les vestiges d'un ancien village, ce qui permet de donner des possibilités de jeu. Créez des possibles enjeux et accroches. Au lieu de dire le roi a décidé d'envoyer son armée, le roi est sur le point d'envoyer son armée. Il faut donner la possibilité de changer les choses. Il faut lier également les éléments aux personnages, soit pour donner des dilemmes, soit pour donner des éléments de jeu. Tu es le prince de ce royaume, tu as participé à un événement décisif de cet univers, etc. On en reparlera. Augmenter la densité ludique. C'est très simple, mais pourtant, peu de gens le font, c'est juste limiter l'espace. S'il y a moins d'espace, on le remplit plus facilement. Disperser l'autorité. Ce qui, revient à donner de la souplesse à l'univers. C'est un très bon moyen, en fait, de créer sans se fouler de l'univers et d'impliquer les joueuses dedans. C'est-à-dire que les joueuses ont des autorités sur l'univers et ça se crée au fur et à mesure avec elles. On va essayer de faire un petit exemple de micro-monde ludique. Un jour, on se fera un vrai épisode de création, vous inquiétez pas. Donc, où on le situe, c'est un univers Medfan qui va se passer sur la frontière d'un empire. Des terres désolées dont les créatures qui y vivent sont à l'image de la forte activité magmatique. Le roi, usurpateur, décida de ramener le calme après une révolte sur cette frontière. La révolte d'une jeune capitaine refusant de combattre les créatures pour voler leurs cristaux. Vous, les joueuses, vous êtes les percepteurs du roi bon gré mal gré pour ramener le calme et relancer la récolte des cristaux indispensables au royaume. L'une d'entre vous a un lien particulier avec la capitaine rebelle. L'une d'entre vous a un lien particulier avec le roi. L'une d'entre vous a un lien particulier avec le magmatisme. Et l'une d'entre vous a un lien particulier avec la frontière. Celles ayant des liens ont l'autorité pour rajouter des éléments dessus. Et donc, quand on regarde bien, avec ce petit exemple tout bête, on a respecté ça. J'ai pas la prétention de vous dire que cet univers va vous retourner le cerveau, mais en tout cas il essaye d'être au potentiel ludique. Dans une dernière étape, on va s'interroger de comment zipper un univers. Faut être concis, c'est pas forcément évident. Sur les univers préexistants, on peut penser à enlever une grosse partie du contenu. Rappelez-vous, contenu, cadre. Et de rendre les éléments plus souples, c'est-à-dire permettre à ce qu'il n'y ait pas une seule vérité sur l'univers, et que chacun puisse avoir une vision différente de celui-ci à la table. Ça résout d'ailleurs le problème de l'expert que je n'ai pas traité dans la vidéo précédente. Le problème de l'expert, c'est la personne autour de la table qui connaît trop bien, entre guillemets, l'univers, en imposant que l'univers soit dur, c'est-à-dire comme elle s'en souvient. Donc inaltérable, précis, explicatif, c'est quelque chose que l'on ne veut pas vraiment. Pour faire cela, on peut se demander si l'élément est signifiant pour l'univers et s'il a une chance d'être joué. Si c'est non aux deux questions, on l'enlève. Il ne faut pas non plus en faire trop par rapport à l'utilisation. Ne pas faire de l'ombre à ces idées. Si vous avez 10 idées que vous mettez en avant, il y en aura forcément une qui sera moins mise en avant que l'autre. Si vous voulez juste faire un one-shot ou une petite nouvelle, il n'y a pas besoin de développer énormément l'univers non plus.
Le dernier principe, c'est un des principes clés, c'est l'interconnexion des éléments. En fait, c'est ce qui fait la différence entre un sac avec plein d'idées et un univers construit. L'idée est de travailler sur chaque élément et de l'interconnecter, soit aux personnages, ce qui est un très bon moyen de les impliquer dedans, soit entre eux, par des liens logiques. Ou sinon, on peut aussi les fusionner. Mais cela, on en reparlera dans un épisode futur. Pour finir, je fais un petit disclaimer. Les gens aiment ce qu'ils veulent. Un univers à haut potentiel ludique ne veut pas dire un bon univers. Et inversement, un univers dur encyclopédique ne veut pas dire un mauvais univers, et surtout ne veut pas dire sans possibilité de jeu. Attention, ça veut juste dire que ça prend plus de temps à acquérir les possibilités de jeu. Petite conclusion, un univers à haut potentiel ludique est un univers concis, émergent, souple, possédant beaucoup d'éléments jouables. Ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour l'immersion, le développement d'un propos complexe. Cela ne conviendra pas à tout le monde. D'un autre côté, c'est rapide à créer et très utile en jeu. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'interconnexion d'un univers. Je vais aussi démarrer une série en parallèle sur la théorie rôliste. Mais bon, après je dis ça, je vais prendre un certain temps pour le faire, j'ai pas envie de me presser là-dessus, même si j'aimerais avoir une certaine régularité. Plus.